Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Top Sport avec moi à ma gauche tout d'abord Philippe Van de Waal et Xavier Thirion. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et à ma droite Bruno Govers et Bertrand Crasson. Bonjour. Salut, salut. Bonjour. Et on va commencer directement avec toi Bertrand, si tu le veux bien. Je vais te demander qui a été ton homme de du week-end, de cette dernière journée de Pro League. Pour changer un petit peu, je prendrais quelqu'un de l'Union, même malgré l'élimination en coupe qui était sévère. Euh, Moi, j'ai envie de parler de Pocognoli. Mhm. Voilà. Par son travail, l'Union est passé devant Anderlecht maintenant en championnat. Et je trouve que il avait une tâche extrêmement difficile devant lui. Et il est occupé à apprendre le métier parce que c'est vraiment difficile aussi et à faire des résultats en championnat. Mhm. Malgré, on l'a déjà dit, voilà, beaucoup de changements dans le club, beaucoup de joueurs qui partent et tout. Et on découvre des nouveaux talents. Ivanovic, on voit des joueurs à l'Union qui retrouvent un très bon niveau. Donc voilà, je voulais un peu parler de ça du côté du coach, pas toujours les joueurs. Mhm. Ok, décevant pour la coupe, mais en championnat, je trouve que et en Coupe d'Europe aussi, il y a eu de bonnes choses. Et je dis pour l'instant, il gère bien son chantier. Voilà. Bruno, qui est ton homme du week-end? Ben, je vais prendre un nom que Bertrand vient de citer, c'est Ivanovic. Il y a eu longtemps des doutes à son sujet, mais bon, le gars il monte franchement en puissance et il amène le but de la victoire à Charleroi. Quand je vois la phase, je me dis il va canonner, etc. Et non, c'est vraiment tout en finesse, tout en subtilité. Ça me fait songer à un attaquant qu'on a vu dans le temps et qui faisait ça aussi. Bon, les plus jeunes ne peuvent pas le connaître, mais c'était Francis Severens. On savait que de toute façon, il allait essayer de lober. Et le gardien, malgré tout, il se couchait parce qu'il dit, oui, il va quand même canonner cette fois-ci. Et chut, petite balle en cloche. Mais ici, ce qui était vraiment magnifique, c'est que il y a du monde devant lui. Et il choisit quand même le plus compliqué, mais chapeau l'artiste, quoi. Ivanovic qui est déjà à 9 buts Ouais. cette saison, qui est vraiment en train d'exploser avec l'Union. On passe par toi, Xavier. Qui est ton homme du week-end? Mais pour parler du topper, je choisirais Jutgla, qui est l'attaquant brugeois qui n'a pas toujours été le premier choix, mais qui malgré tout a fait la différence hier. Il marque un très beau premier but, marque un deuxième en étant un peu chanceux sur ce coup-là. Mais voilà, c'est tout profit pour Ayen qui maintenant a Jutgla en plus de Nilsson. Mhm. Donc, ouais, belle performance du garçon. Avant de revenir longuement sur ce topper, on va finir avec toi, Phil. Pas l'homme du week-end, enfin si, mais plutôt le gardien du week-end de Pro League. Je vais pas être trop difficile cette semaine parce que je vais accoupler la bonne prestation de ce gardien avec qu'il a été décisif pour son club. Donc c'est Senne Lammens de l'Antwerp qui a eu aussi une tâche assez dure malgré tout de remplacer Buté en début de saison, qui était entre le bateau et le quai, est-ce qu'il allait rester, est-ce qu'il allait partir. Et il a fait ça très mature, je trouve. Il fait des bons matchs, il est très régulier. Et ici, bon, ben, le Berscott pouvait, à un moment donné, prendre 2-0, hein, juste avant la mi-temps. Il sort le penalty, le troisième d'ailleurs cette saison. Donc pour moi, Lammens, mais il y en a deux autres gardiens que je trouve qui montrent sérieusement le bout du nez. C'est le gardien d'OHL, Tobbe Leijsen. Et là, il y en a peut-être beaucoup qui vont être surpris, c'est celui du Cercle de Bruges qui remplace Wanderson. Mhm. C'est notre ami De Lange. Maxime Delange. Beau style, belle morphologie, et chaque fois qu'il joue, il est plus que déterminant. Donc j'aimerais bien tenir ces deux-là à l'œil dans le futur, mais pour ce week-end, je reste sur Senne Lammens. De Lange qui a aussi sorti un ballon très chaud en toute fin de match contre Oui, exactement. Malines qui a finalement offert la victoire au Cercle de Bruges. Bruges, on va en parler justement, mais l'autre Bruges, le club de Bruges qui est allé gagner finalement sans trop de difficultés à Anderlecht dimanche. Xavier, on va peut-être revenir avec toi tout d'abord avec cette première question. Finalement, qu'est-ce qui n'a pas été du côté du Sporting? Ou il faudrait peut-être se demander qu'est-ce qui a été. Parce qu'à part finalement les deux jeunes qu'on n'attendait pas trop au coup d'envoi à la page et Ali Mamar, qui sont un petit peu une petite éclaircie dans la grisaille, je vois pas trop ce qui a fonctionné à Anderlecht. David Hubert a changé son système
De manière surprenante aussi, ça n'a pas du tout été. Bruges a joué en marchant, j'ai l'impression. Van Aken a régné là au milieu sans trop devoir faire d'efforts. Qu'est-ce qu'Anderlecht avait à opposer à ce Bruges-là en milieu de terrain? Pas grand-chose. Léonie a tiré son épingle du jeu, à part ça, Ritz, il courait perdu. Leander, Dundocker, j'imagine que l'idée c'était qu'il puisse venir dans le milieu de terrain en possession de balle, il n'y est jamais parvenu. Anderlecht était tout le temps à 5 derrière. Voilà, c'est une défaite qui fait mal côté Anderlechtois et qui surtout pose question pour la suite, parce qu'à la limite, perdre contre Bruges, ça peut arriver. Mais là, quand on fait le constat, ils restent sur un 0/9. Ils ont perdu sans discussion à Genk, ils ont perdu sans discussion hier contre Bruges. Et même contre Dender, la défaite ne se discutait même pas. Donc je ne vois pas trop comment, à court terme, ils vont pouvoir s'en sortir. Et la pression sera déjà maximale jeudi contre l'Antwerp en coupe. Bertrand, une petite statistique sur les 23 derniers toppers. Anderlecht n'en a gagné que 2. Est-ce que tu penses qu'on peut toujours mettre le Sporting dans la case des grands clubs à côté du club de Bruges? Maintenant que tu dis ça, tu dis les statistiques, non. Ils sont réduits maintenant à devenir, je l'espère pas, évidemment, une équipe de milieu de classement ou à peine dans le top 6, puisqu'on rêve d'être dans le top 6, c'est un peu ça l'objectif, donc insuffisant au niveau de l'historique, au niveau du club, du prestige, forcément insuffisant. Et pour revenir, c'est vrai, au topper contre Bruges, il y a plusieurs questions. C'est pourquoi d'abord Bruges n'a pas dû forcer vraiment son talent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir changé de système pour ce match-là en particulier? Et pourquoi si peu d'engagement, d'agressivité de la part d'Anderlecht? C'est pas la première fois. Hein. On l'a vu contre Genk, on l'a vu l'année passée, le match où il pouvait être champion contre Bruges à la maison avec le public et tout. Rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ça un peu la grosse question. Donc, oui, avant de parler voilà, c'est pas étonnant. Sur les dernières années, ces statistiques font peur. C'est terrifiant, je trouve, quand on est un ancien Anderlechtois comme moi. J'ai pas vraiment d'analyse, si ce n'est la qualité des joueurs, la mentalité des joueurs. Qu'est-ce qu'il faut encore chercher? Je crois que oui, c'est un peu un mix de tout qui fait qu'aujourd'hui, plus personne dans ce club ne se rend compte de ce que c'est vraiment un match contre Bruges. Voilà, qu'on ne vienne pas me parler d'ADN du club après. Qui encore dans ce club peut parler d'ADN du club? Quand on reçoit Bruges ou le Standard, il y a une guerre psychologique qui commence déjà avant le match. Il y a de l'agressivité, il y a vraiment une question d'enjeu, il y a de l'amour-propre. Ça n'est jamais le cas les derniers temps, ou les dernières années, plusieurs années. Donc, oui, voilà, c'est mon avis. Je pense que tout le monde a le sien. Aujourd'hui, tout le monde donne son avis parce que tout le monde est spécialiste aujourd'hui. Mais je veux dire, le constat principal, je trouve, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe pour que Anderlecht ne se fasse balayer comme ça sans discussion par Bruges, même par Genk, même par Dender. Ok, voilà. Autre statistique pour toi, Bruno, sur les 4 matchs joués contre les 2 premiers, Bruges et Genk, c'est un 0 pointé pour Anderlecht. Est-ce que, d'après toi, le Sporting peut encore croire au titre, être un candidat au titre? Non, absolument pas. Absolument pas. Genk et Bruges, c'est au-dessus du lot. Et je dirais plutôt Bruges et Genk, parce que Bruges, c'est encore une dimension supplémentaire. C'est vraiment l'équipe tout-terrain. Genk va jouer à Bruges, s'adapte. Bruges n'a pas besoin de s'adapter. Ils vont à l'Union, ils jouent leur jeu, ils sont menés 0-2, ils reviennent, il n'y a pas de problème. Ils font la loi Anderlecht. C'est vraiment l'équipe qui domine ce championnat. Tu as Genk dans la foulée. Et puis, je crois que tu as les 4 suivants, Union, Anderlecht, Gand et l'Antwerp. Tu mets ça dans un panier, tu secoues, et puis tu tires, et tu as le classement 3, 4, 5, 6. Parce que je ne pense pas que les autres vont revenir. Mais Anderlecht peut être 3e, comme il peut être 6e, sans problème. Et je trouve que autant les débuts avec David Hubert étaient prometteurs, parce que tu voyais du changement, autant se souffler et retomber. Hein. Donc ça fait 3 défaites d'affilée, mais surtout ce qui manque, et c'est récurrent, et Bertrand en a parlé, la niaque, l'agressivité. Mais s'il te plaît, tu commences un match, tu rentres dans l'art. Comme le disait Vertonghen,
qui n'est malheureusement plus là. Le premier duel, tu dois le remporter, tu dois montrer que tu es là. Et tu as l'impression que de match en match, ça s'amène sur le terrain, ils font leur petit groupe, allez, on y va les gars, et puis c'est la fleur au fusil. La fleur au fusil, on ne fait rien, on attend la suite des événements. Je suis désolé, mais ça va pas, ça va pas. Déjà dans le passé, quand Anderlecht jouait contre Bruges, avec ses petits formats dans l'entrejeu, Bruges pouvait se permettre d'avoir Balanta sur le banc. Et quand Balanta venait sur le terrain, il bouffait tout le monde. Ça veut dire, Bruno, que le mal est quand même beaucoup plus profond. Oui, bien sûr. Parce que ça fait des années que ça dure. Oui. Et on a beau changer de coach, Riemer, Mazou, maintenant David Hubert, on voit les mêmes problèmes qui ressurgissent. Il y a beaucoup de joueurs qui sont comme ça, voilà, ils sont formatés au football un peu moderne, où on se mouille pas trop, on fait son petit numéro, mais on s'implique pas trop, puisqu'on sait très bien que si on est 2 fois sur le banc, on va se plaindre chez son agent et on veut partir. Mais globalement, je vois pas vraiment au niveau des statistiques, parce que tu parlais François de statistiques, pas de carte jaune, il n'y a pas de révolte, je vois personne sur le terrain qui va houspiller l'arbitre, qui va jouer de l'intimidation. Ça fait partie aussi du football de haut niveau. Pour gagner, il y a psychologiquement aussi un avantage sur l'adversaire. Ici, on a senti Bruges. Voilà, tu sais, quand on chatouille quelqu'un, ça chatouille même pas, quoi. On a senti Bruges supérieur du début jusqu'à la fin. Il n'y avait pas ce côté. Voilà. À Anderlecht, en plus, ça fait doublement mal. Je veux pas parler, c'est pas comparable avec Madrid et Barcelone, mais je veux dire, se faire humilier chez soi, voilà, il faut en tout cas vite se relever. Ça, c'est la grande leçon. Xavier, le tableau est assez noir de manière générale. On a parlé de la question, est-ce qu'Anderlecht est un candidat au titre? Je vais me poser une autre question. Est-ce qu'Anderlecht pourrait ne pas être dans le top 6? Pour l'instant, je pense, si je ne me trompe pas, ils ont 5 points d'avance par rapport au 7e sur le Standard. Et l'autre équipe. Et Dender. Et Dender, voilà. Bon, je pense que par rapport à ces équipes-là, ils ont quand même les armes pour s'en sortir et être quand même dans le top 6. Mais rien n'est exclu parce que ils restent sur un 0 sur 9 et je ne les vois pas aller gagner dans le contexte actuel à Courtrai, par exemple, dimanche prochain. Donc, la spirale pourrait être quand même assez rapidement encore plus négative qu'actuellement. Il va falloir réagir très vite. Est-ce qu'ils vont savoir réagir avec le mercato? Je ne sais pas. Parce que finalement, les gars qui vont arriver, il leur faudra quand même encore plusieurs semaines d'adaptation, etc. On parle des retours éventuels de Vertonghen pour les playoffs, mais dans quel état il va revenir? On voit maintenant Torgan Hazard revient. C'est chouette pour lui après 8 mois d'absence, mais on voit quand même qu'il va difficilement au duel, qu'il lui faudra encore beaucoup de temps avant de redevenir lui-même. Donc il y a énormément de questions. Et voilà, le top 6, je pense que oui, mais ce ne sera pas nécessairement évident. Pas aussi évident qu'on aurait pu le penser il y a 2-3 mois. Phil, on va parler de choses positives du club de Bruges, du coup. Qu'est-ce qui t'a fait plaisir pendant ce topper? Si tu devais relever une chose côté brugeois qui t'a vraiment fait plaisir? La logique, quand j'entends un peu les propos de, entre guillemets, les Anderlechtois, je trouve ça tout à fait normal qu'il y ait un manque de mentalité. J'entends le mot niaque, etc. Et c'est ce qu'il y a à Bruges. À Bruges, j'y suis souvent et je sens depuis un bon bout de temps maintenant que tu as dans le football les qualités des joueurs et tu as la mentalité du groupe. Et ça, je pense que c'est Bart Verhaeghe, le président, qui a inculqué ça depuis son arrivée. C'est que la mentalité du groupe, de l'équipe, des joueurs, bien entendu, doit être égale aux qualités, si pas au-dessus. Certainement dans un duel comme dimanche. Et ça, je vois que Bruges, ils l'ont depuis un bon bout de temps. La mentalité, la niaque, comme tu l'appelles. Ils l'ont toujours eu, hein, Philippe. Toujours. Mais certainement maintenant. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que le slogan de Bruges, c'est « No sweat, no glory ». Et ça, chaque fois, que ce soit aux entraînements ou dans les matchs, tu vois ça, que tout le monde, au sens propre et figuré, se retrousse les manches avant le match et, comme tu dis, rentre dans l'art. Et ça, c'est devenu un fil rouge dans les prestations de Bruges. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre des prestations comme à l'AC Milan, malgré la défaite en Champions League, et par exemple contre Aston Villa, où tout le monde disait « Ouais, mais bon, là, ils vont peut-être arriver trop court. » Non. Plus la mentalité que les qualités, mais ils gagnent à 0. Donc c'est ça que je retiens en particulier. Xavier, on est en plein dans le mercato hivernal. Il y a déjà eu une arrivée côté Anderlecht. Il y a d'autres noms qui circulent, comme celui de Sibbe van der Heyden. De quoi, concrètement, Anderlecht a besoin
cet hiver? Je pense qu'ils ont besoin de quelqu'un dans chaque ligne. Au minimum, un défenseur central supplémentaire, voire 2. Ça dépendra de l'avenir qu'il réserve à Lapage, qui lui, pas mal joué, je trouve, hier dans le topper. Mais en tout cas, au minimum, un défenseur central, ça c'est clair. En milieu de terrain, il serait bien inspiré d'en prendre, de choisir, de trouver quelqu'un de costaud aussi, parce qu'en l'absence de Strookens, il n'y a pas grand-chose au niveau physique, au niveau gabarit, il n'y a même rien. Et s'il devait arriver quelque chose à Dolberg, ce qui est arrivé d'ailleurs durant le topper, puisqu'il est blessé au pied, il est incertain pour les matchs qui viennent. Je ne vois pas trop comment ils vont s'en sortir, parce que ce n'est pas Vasquez qui va faire le travail. De la Pro League, on passe à la Crocky Cup, la Coupe de Belgique. Bertrand, Anderlecht affronte l'Antwerp en demi-finale, un match qui se jouera en aller-retour. Est-ce que le Sporting a les armes pour se qualifier en finale? Si tu me demandes actuellement, non. Actuellement, non. Je crois que qu'est-ce qui peut sauver pour l'instant le Sporting d'Anderlecht? C'est une réaction d'amour-propre et de voilà. Les qualités, on les connaît. Ils sont capables, évidemment, de se qualifier pour la finale. Savoir que c'est le chemin le plus direct pour l'Europe déjà. Donc ça, il faudrait que tout le monde en soit conscient. Mais match aller d'abord à Anderlecht, match retour à l'Antwerp. Honnêtement, dans les conditions actuelles, je ne suis pas très optimiste. Mais pourquoi? Parce que l'Antwerp est une équipe qui justement montre ce visage-là d'une équipe qui peut battre n'importe qui, justement en surfant sur l'agressivité, sur l'intimidation et sur l'enthousiasme. Parce qu'avec l'enthousiasme, avec le public, ils sont capables de produire du beau football aussi. Bon, il y a des joueurs de qualité, Janssens, etc. Devant, ça joue. En plus, ils sortent. Le derby, c'est quelque chose d'à part à Anvers, mais ils sortent de leur super prestation contre l'Union aussi. Ils sont dans une bonne période. Tout va bien à l'Antwerp, j'ai envie de dire. Et tout va mal à Anderlecht. Donc voilà, les dés sont jetés. Donc moi, j'implore, on va dire, une réaction forte de la part de tous les joueurs. Pas toujours l'entraîneur, pas toujours si... voilà. Maintenant, au niveau de la coupe, c'est ça, c'est autre chose. On attend d'eux qui se bougent. Et je trouve que les supporters, encore pour l'instant, sont très gentils parce que si ça se passait dans d'autres pays, je crois que déjà il y aurait eu des manifestations des supporters qui en découdraient. Donc voilà, mais dans les conditions actuelles, si on analyse objectivement, Anderlecht pour l'instant est au fond du trou. Ouais. Bruno, on a parlé avec Phil du gardien Lamens. Il y a aussi à l'Antwerp Alderweireld, des offensifs comme Sherry qui a marqué ce week-end, Janssen qui est aussi très bon. Est-ce que si on sort de la spirale positive ou négative d'Anderlecht et de l'Antwerp, est-ce que qualitativement, Anderlecht peut concurrencer cette équipe de l'Antwerp? Non, mais ce qui me frappe en parlant de Genk et de Bruges qui sont au-dessus du lot et qui sont d'une régularité de métronome, toutes les équipes qui suivent sont extrêmement versatiles. Je prends l'Union qui subit une dégelée à l'Antwerp, qui se reprend. L'Antwerp qui est brillant contre l'Union, mais qui a toutes les peines du monde finalement à partager l'enjeu contre le Beerschot. Bon. Anderlecht, c'est la même chose. Gand aussi, ils perdent des plumes, ils vont perdre en Irlande du Nord où tu te demandes comment c'est possible. Donc il y a cette versatilité qui fait que Anderlecht doit quand même une revanche à son public. Et s'ils sont dans un bon soir et que l'Antwerp, lui, justement, ne l'est pas, ça peut créer peut-être une petite surprise. Maintenant, je pense que sur l'ensemble de 2 rencontres, puisqu'on a un match aller et un match retour, pour moi, l'Antwerp est favori parce que je veux dire, il y a plus de routine, il y a plus de consistance, il y a plus de gabarit, il y a plus de métier. Et je crois que, j'ai pas vu le match hier puisque j'étais au Gala du Sport, mais quand je vois le résumé, je me dis toujours, c'est des juniors qui jouent contre des chevronnés. C'est ça un peu qu'on reproche, je pense, quand on voit les derniers toppers contre Genk aussi, pareil, contre Bruges, c'est le contenu qui a Anderlecht. C'est insuffisant. Donc, je veux dire, on accepte de perdre un match, c'est la réalité du foot, on peut perdre un match, mais s'il y a du contenu, c'est-à-dire, on a tout essayé, on a donné de l'intensité,
dans tous les secteurs, dans toutes les zones. Voilà, on a donné quelque chose, il y a du contenu. Ok, le foot fait que, voilà. Mais ici, on est chaque fois... je crois que tout le monde repart chez soi après le match en disant mais qu'est-ce qui se passe? Cette équipe est devenue fantomatique. Avec ce dans- sentiment qu'ils n'ont même pas essayé, ils donnent l'impression d'avoir même pas. Oui, d'y alors c'est avoir vrai. pas Est-ce cru que dès le voilà, premier endroit. la bête À question, Genk, c'était le même sentiment. la bête question, est-ce que Bruges était fort ou Anderlecht était On ne faible? sait même pas. On sait même pas, sait on même peut même pas. pas répondre. Il n'y a pas eu de Mais duel. quand même, il y a des Ça, signaux qui disent que bon, Bruges n'a même pas pas eu de duel, hein, parce que- été super, quoi. Ouais. Donc, ils ont été plus malins, certes, mais un Anderlecht fantomatique comme ça, voilà, il faut une réaction qui ne doit pas être tactique ou qui ne doit pas être tout le temps. Il faut une réaction maintenant d'homme et voilà, Mais de toi qui caractère. étais, joueur professionnel et qui a vécu des toppers comme ça, est-ce que c'est pas aussi une question de confiance? Bruges arrive là, Anderlecht, avec une confiance énorme. Ils gagnent depuis des années. Ils sont champions plusieurs fois. Anderlecht n'a plus connu ça depuis 7 ans, depuis maintenant bientôt 8 ans. Est-ce que ça joue pas aussi dans les esprits au niveau de la mentalité? Alors, je serais vraiment surpris que Anderlecht maintenant souffre du syndrome d'infériorité, quoi. Alors là, on est vraiment tombé bas. Ça devrait être le contraire, normalement. Quand des adversaires se dépassent à Anderlecht, Surtout avec un jeune groupe. Mais- surtout avec un jeune groupe, bon, Ah voilà, ouais. qui est... Parfois, la jeunesse peut prendre le dessus, là, l'enthousiasme, etc. Mais que la confiance soit décimée par le fait que Bruges soit meilleur depuis des années, non. Il n'y a aucune excuse il y a aucune excuse à ce niveau-là à ne pas mouiller le maillot, à ne pas aller au bout des choses. Et au moins offrir aux gens, voilà, ce qu'on peut donner de mieux à ce moment-là. On n'exige pas d'être au top de la forme toute l'année, c'est normal, tout le monde le comprend, tout le monde est à ce niveau-là l'a compris, mais au moins dans un match au sommet, qu'on offre et qu'on produise quelque chose. Voilà, c'est vrai que tu me dis, bah, on sait même pas s'il y a eu des occasions, à quelle minute, quand. Ah oui, peut-être une fois, c'est trop peu quand même. Enfin, je veux dire. Bruno? Non, tu dois aborder le match, le couteau entre les dents. Moi, c'est ça qui manque. Cette équipe, elle est sur le terrain et directement, elle se fait dépasser. Alors, quand je remonte quelques années en arrière, bon, peut-être pas de votre temps, mais que je vois les duels qu'il y a eu entre De Schacht et Gert Verheyen, par exemple. De Schacht, c'était pas le plus doué de la bande, mais il venait, et même à Bruges, contre Gert Verheyen, qui était dans son fief, c'était vraiment un mano à mano, mais extraordinaire. Et bon, je crois que le De Schacht de cette époque, il a plus de mentalité, il a plus de niaque que tout le groupe d'aujourd'hui Mais réuni. est-ce que tu ne trouves pas que... Enfin, c'est peut-être ma personnalité et mon avis personnel, mais tout ce qui est niaque et mentalité et mouiller le maillot Ouais. et vouloir de temps en temps prendre un petit morceau de viande avec la chaussette, si on peut se dire comme ça, que c'est le minimum d'un joueur professionnel. Ouais. C'est quand même le minimum de mouiller le maillot. Dans une compétition comme la nôtre, la Jupiler League, qui n'est pas au point de vue qualité technique une des plus attrayantes en Europe, mais au moins il faut y aller, quoi. Je pense que nous, à l'époque, ok, on va pas comparer, on n'est pas dans le programme là, des vieux machins, mais la mentalité à ce moment-là était certainement plus haute que les qualités. Non, mais aujourd'hui, tu as dans le recrutement aussi des coachs et dans les clubs, dans beaucoup de clubs maintenant, un formatage qui veut qu'on ait des défenseurs, principalement, des joueurs qui correspondent à des profils. À des profils. Mhm. Voilà. Et donc, on ne demande plus d'avoir vraiment des défenseurs qui savent défendre, on demande des défenseurs qui savent courir selon des lignes de jeu, selon des zones de jeu et selon une certaine... Voilà. Et quand, dans certaines situations, ils doivent réfléchir par eux-mêmes, ils sont perdus. Et c'est pour ça qu'il y a encore, je pense, encore des joueurs intelligents qui jouent jusqu'à 38, 39 ans. Parce qu'avec l'intelligence de jeu, ils compensent toute cette... Parfois tout ce charabia tactique qui finalement, oui, est important, a fait évoluer les choses,
mais pas de manière Et révolutionnaire. là, je trouve que la différence avec Bruges dans ce cas-ci est énorme. Est énorme. Prends le cas, par exemple, on disait tout à l'heure, normalement, Seyss, l'espoir de l'année d'ailleurs, on voit que c'est un gars il est tombé dans le chaudron, lui, avec l'ADN de Bruges, c'est vraiment la mentalité. Ouais. Et après ses qualités offensives et ses trucs tactiques, etc. Il est blessé pour le moment, on met Kylian Sabbe, ben on ne voit pas la différence. C'est le même, il est tombé dans le même chaudron. C'est on y va, et si ça ne va pas, on fait la petite faute intelligente. Et voilà la différence. Même offensivement, pas parler défensivement, parce que défensivement, je ne vois pas vraiment d'amélioration depuis des années, même chez le Diable. Hein. Je veux dire, on voit que c'est pareil, il n'y a pas de travail collectif. Tu vois, c'est chaque fois, même dans certaines équipes du top, on laisse l'individualité gérer la situation. Voilà. Donc, je trouve que collectivement, il y a peu de travail. Mais un joueur comme Van Aken ou comme De Bruyne, qui sont des garçons intelligents sur le terrain, ils ne sont pas formatés par tellement de tactique. Ils sont libres. Voilà. Ils sont libres et c'est pour ça qu'ils sont meilleurs et ils sont bons. Et ils sentent là où le ballon va tomber, là où ils doivent se démarquer, se rendre libres. Ils défendent aussi, puisqu'ils font le travail défensif aussi. Mais ils n'ont pas ce formatage numérique qu'on exige d'avoir. Voilà. Quand il arrive devant un gars, il est bloqué, il ne sait pas quoi faire. Voilà. Donc, sur les côtés, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le football. Voilà. Et quand ils ont des situations sur des centres ou sur des défensivement, ils sont perdus parce on leur a jamais appris à comment tenir un attaquant dans le rectangle, comment se mettre la position du corps et voilà, ou comment mettre la position du corps, voilà. Et donc on voit même au plus haut niveau, pas qu'à Anderlecht, on voit beaucoup de défenseurs ou de buts par des erreurs grossières, voilà. Mais cela dit, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, l'enjeu, l'honneur et le prestige du club, est-ce que beaucoup de joueurs aujourd'hui s'en rendent compte, à part des figures emblématiques du club qui sont là depuis des années? Ici, en tout cas, elles ne sont plus là. Elles sont parties depuis longtemps. Tu peux espérer avoir une ligne de conduite ou un état d'esprit qui correspond à celui que devrait avoir tout un Anderlechtois sur le terrain à partir du moment où il y a tellement d'instabilité dans le club. Oui, bon. Il y a 7 dernières années, il y en a 7 directeurs sportifs différents. Oui. À un moment, ça joue aussi inévitablement. C'est vrai que tout a changé, effectivement. Mais bon, et tu as quand même, voilà, tout a changé au niveau des responsabilités, hein, c'est vrai. Par contre, le discours, toujours, voilà, c'est l'ADN, il n'y a plus, plus rien. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça? Personne ne sait ce que c'est dans ce club. Au Bayern, il y a ça. Au Bayern, par exemple, il y a ça. Dans le club, il y a tous des anciens, il y a des gars qui savent ce que c'est, qui peuvent parler et qui ont le droit à la parole, qui ont le droit à la parole et qui ont le sang du Bayern dans leurs veines, quoi. Mais ici, va expliquer Bruges a ça aussi. Bruges a ça. Le Standard l'a perdu par contre. Ouais, voilà. Mais va expliquer à un des joueurs du noyau aujourd'hui à Anderlecht ce que c'est l'ADN d'Anderlecht, ce que c'est son histoire, ce que c'est l'exigence des supporters vraiment. Les grands matchs européens, voilà. Ça commence chez les jeunes, hein, par les tournois, les grands tournois qu'on gagne, l'évolution. Et c'est ça le sens, c'est le culte de la victoire. À prendre, voilà. Aujourd'hui, c'était hier, c'était le topper. Hein. Voilà, c'est passé. À notre époque, je veux dire, tu rentrais au Sporting le matin, c'était des funérailles. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas. Hein. On passe à autre chose. Mais tout ça, doit être entretenu au niveau de la gestion du club, au niveau de la direction. Ça, c'est pas mon domaine, mais en tout cas, voilà, je trouve qu'au niveau effectivement des joueurs et de l'évolution aussi du sentiment d'appartenance au club, tout ça a disparu. Dernière chose avec Bruno, puis on revient sur l'autre demi-finale de Coupe de Belgique, Bruno. Oui. Mais je reviens sur ce que Philippe a dit. Moi, je pense aussi que, en parlant de Vrag, je pense que c'est Bruges qui a le mieux évolué sur les 10-15 dernières années. Parce que quand tu revois ton époque, Philippe,
c'était une équipe qui avait, je veux dire, le visage tourné vers les îles, parce que c'était un football parfois du kick and rush. Exactement. Mais il manquait la petite base technique. Exactement. Mais avec Verhaeghe et avec Manhart, ils ont été chercher des profils qui, en plus de cet engagement, pouvaient amener cette petite touche technique et qui font que Et qui s'adaptaient à cette mentalité. Exactement. mentalité plus technique font que tu es Et vraiment pour revenir à ce que au-dessus d'eux. Bertrand disait, tu prenais, c'est par hasard un club que je suis de très près aussi, le Bayern. Je ressens ça. C'est pas pour rien que c'est tous les deux FCB, entre guillemets, je pense. Il y a aussi C'est FC qu'à Barcelone. Bruges, oui, mais non, enfin, les vrais. Et c'est qu'à Bruges, il y a ça aussi, tu disais, il y a des anciens joueurs. À Bruges, il n'y a pas un mois qui passe où je ne revois pas nos collègues, les Keulemans, les De Grace, les Frankie van der Elst. On est tout le temps là. On est les bienvenus, on a une belle place au stade, ils nous demandent notre avis, etc. Comme au Bayern. Regarde, prends les noms au Bayern. Heunes, Parce avant de valider Compagnie, je crois que Vincent, il a été passé au scanner, mais je peux te dire que... Évidemment. Et il est validé maintenant parce qu'il voit comment l'équipe joue, tout le monde est content, les résultats sont là. Il s'est adapté Mais aussi il un s'est peu. il s'est adapté. Voilà, mais Et- Vincent est un gars intelligent Oui, aussi. mais pour te dire, quand tu prétends être, représenter la culture de la victoire, et t'es le club le plus titré de Belgique, qui a une histoire, qui a gagné des coupes d'Europe, voilà, et que tu te retrouves, régulièrement humilié dans les résultats du championnat par des équipes de seconde zone, pas hier, hein, pas Bruges, mais je veux dire et ça dure depuis 7 ans, 8 ans, combien de temps ils ont plus gagné et qu'on trouve toujours encore, qu'il n'y a personne qui se révolte, qui dit finalement, on accepte la médiocrité. Alors, non. Tu perds 8 Voilà. points contre Dender et le Berscott. Voilà. Alors, perds si 8 on points. accepte, je veux dire, ça peut arriver, un accident peut arriver. Voilà, tout Le à fait, Bayern a ça perdu fait- d'ailleurs un match là une fois, ça peut arriver, ça arrive à tous, au meilleur. Non, Mais je veux dire, à la longue, il faut retrouver en tout cas cette culture de la victoire. Pourtant, ils ont une bonne école des jeunes, mais à partir d'un certain âge, ils sont tous partis. Et on parle de la culture de la victoire justement. Bruges, venons à la deuxième demi-finale. Bruges qui joue contre Genk. On va faire un petit tour du plateau avec une question très simple et du coup une réponse courte. Qui est la meilleure équipe actuellement entre Bruges et Genk? Moi, je pense qu'au point de vue football, il n'y a pas tellement de différence. Mhm. Chacun dans leur système, je vais dire. Ouais. Mais je pense que Bruges a une longueur d'avance, déjà au point de vue expérience, parce qu'on ne les entend pas se plaindre. Et je pense que c'est un signal aussi du comité, je vais dire. Je prends Barferag parce que c'est lui qui porte le drapeau. Mais je vais dire, on n'entend pas les Brugeois se plaindre, qui jouent en championnat, bien évidemment, en Coupe, en Champions League, et que ça tourne. Il pourrait aussi dire, ouais, mais on est fatigué, hein, comme on entend beaucoup les derniers temps. Hein, la succession des matchs, il y en a beaucoup, mais il faut, les joueurs de foot ne sont pas des robots. Et tout. On est d'accord, on est tous d'accord là-dessus, mais on n'entend pas Bruges. Et j'en viendrais même à dire que c'est à leur avantage. Qui sont comme ça dans un roulement positif jusqu'au play-off, ce qui pourrait éventuellement, si les deux se tiennent comme ça jusqu'au play-off, Bruges et Genk, Genk n'a pas ce match de milieu de semaine, à part la Coupe. Mais en Champions League, et Bruges continue. Et ils sont dans ce mouvement, dans cette danse positive. Et quand on va arriver au play-off, ce sera un match comme un autre. Ils vont continuer sur ce rythme-là, alors que Genk devra s'adapter peut-être à ça. Point d'interrogation. Bruges est supérieur à Genk pour Phil. Tu es d'accord, Bertrand? Bruges plus que Genk? Je suis d'accord parce qu'ils ont l'avantage d'avoir vraiment deux des meilleurs joueurs du championnat. Et deux meneurs de vestiaire aussi, c'est Mignolet et Van Aken. Voilà. Je crois que ça, c'est ça qui va les amener au titre. Encore une fois, j'ai l'impression, je pense. On l'a encore vu hier, Mignolet, décisif. Van Aken aussi, on le connaît. C'est pas le plus esthétique des joueurs, mais quelle efficacité, quelle intelligence. C'est beau à voir jouer, ses déplacements. Tout est intelligent, tout est pensé. Et puis, il a je trouve qu'il a un côté apaisant pour ses coéquipiers aussi. Quand on est jeune, si moi j'avais été jeune, 18 ans, et j'arrive, j'aurais aimé avoir un capitaine comme ça parce que c'est pas le gars qui va te gueuler dessus, c'est le gars qui va plutôt te faire progresser. Bon, ces deux joueurs-là, pour moi, sont les clés du championnat que Bruges, pour moi, va encore remporter. Mais attention à Genk, j'ai pas dit le contraire. Il faudrait pas que, par exemple, leur attaquant parte en
Angleterre, comme c'était le cas avec Nwatchou là, à l'époque, il y a 2 ans, je crois, où ils ont perdu et le deuxième tour avait été subitement complètement différent parce qu'ils marquaient plus. Donc voilà, qui gardent leur équipe jusqu'à la fin, tant mieux. Mais effectivement, petit avantage à Bruges. Bruno, pareil, avantage pour Bruges. Avantage à Bruges pour ce que j'ai dit. Bruges qui est vraiment l'équipe tout-terrain qui va jouer son jeu, produire son jeu, aussi bien à domicile qu'en déplacement. Je rejoins Philippe quand il dit qu'au niveau du contenu du football même, Genk peut être très bon aussi. Mais contrairement à Bruges, c'est aussi l'équipe qui va perdre parfois l'un ou l'autre point un peu étonnant. Je crois que c'était à Courtrai qu'ils avaient perdu, si j'ai bonne souvenance. Et ça, c'est pas le cas de Bruges, quoi. Donc, ils vont toujours se ressaisir, même mener 0-2, ils vont trouver les ressources pour revenir. Et sur les 2 matchs, je pense qu'ils sont vraiment favoris. Et on finit avec toi, Xavier. Je ne serais pas original. Oui, Bruges forcément est supérieur. Genk a des joueurs très séduisants qui peuvent parfois faire la différence, même dans n'importe quel match, mais sur la longueur, au niveau de la régularité et de la maturité, c'est Bruges sans hésitation. On a beaucoup parlé d'Anderlecht et de Bruges. On va finir avec la Belgique, avec un autre match qui a beaucoup fait parler de lui aussi, Charleroi-Union. Et la victoire de l'Union, alors qu'elle était menée contre Charleroi, avec un fait de match. Quelques minutes après le début de la deuxième période, des fumigènes qui ont été lancés, même des feux d'artifice qui ont été lancés pendant le match pour fêter l'amitié entre les supporters de Charleroi et les supporters de Münster en Allemagne. Phil, un mot pour décrire ce qui s'est passé. Et puis tu peux expliquer, mais un mot d'abord. Incompréhensible. Incompréhensible quand on voit dans quelle situation le Sporting de Charleroi est pour le moment. J'aurais même tendance à dire une situation relaxante, dans le sens où Demil a apporté quelque chose. On voit que la machine a tendance à se mettre en route de temps en temps, un football correct, et puis tu viens tout dynamiter, c'est le cas de le dire, de cette façon-là, sans raison. Parce que faire la fête, parce que ceux de Münster, moi je crois que c'était du fromage, ça, Münster, mais arrivent en disant, on va faire... Mais c'est des conneries, ça. Et j'ai lu même ce matin dans la presse qui disait, oui, on n'a peut-être pas choisi le bon moment. Mais tu viens au foot, pourquoi alors? Pour gagner ou quoi? Alors que tu gagnes. Tu es en train de gagner 1-0 et tu fous la merde à un moment donné, et puis tu te fais battre, et puis c'est con, quoi. Les joueurs, ils savent plus quoi. Je trouve ça... Et puis, le dommage, c'est pour qui? 1, pour les joueurs. 2, pour l'entraîneur. Et là, je vais le comprendre, pour Mehdi Baya, qui est déjà pas le plus populaire envers les supporters, mais ici, excuse-moi, il a le droit de fermer son poing et de mettre les lèvres les unes sur les autres, excuse-moi. Le match a donc été interrompu pendant 15 minutes, Charleroi menait 1-0, ils ont perdu donc 1-2, incompréhensible pour Phil. Un mot, Bruno, pour qualifier ce qui s'est passé? Inqualifiable. Tu sais, je fais partie de l'association des journalistes et tous les 2 mois, disons, on a une réunion où... il y a divers points qui sont examinés à l'agenda. Et ce qui est récurrent, c'est ces jets de pétards, fumigènes, etc. Parce que les membres de notre association, ils sont exposés. Les photographes qui sont là le long du terrain et qui reçoivent tous ces jets de bière, qui voient des pétards arriver à côté d'eux. Il y a même le cas de Laurie Diefenbach qui a reçu carrément un pétard dans le cou. Et maintenant, le sommet a été atteint, si je puis dire, puisque même un fumigène s'est retrouvé dans la tribune de presse au Beerschot. Bon, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Il faut prendre des mesures. Mais il faut être sévère, Philippe. Oui, il faut être sévère. Je suis désolé. Toi, tu craches directement, tu as une caméra sur toi, on peut voir qui l'a fait. Mais quand tu jettes des fumigènes, que tu allumes des feux de bengale, etc., viens pas me dire que ça doit être tellement compliqué de trouver ces fauteurs de troubles. Mais on ne fait rien. Je suis d'accord sur une chose, c'est que le contrôle, c'est pas évident. Quand je vois Anderlecht ce qui se passe, quand moi je sors de mon abri pour me rendre au coup d'envoi, qu'est-ce que je vois dans la rue? Encore des dizaines et des dizaines de gens qui attendent pour passer les tourniquets. Je me dis, ils ne savent pas les contrôler de la tête aux pieds de manière très minutieuse. Ou bien il faut commencer... à contrôler 4 heures avant, c'est pas faire. Donc je comprends que on trouve toujours les moyens de glisser des trucs.
Mais à partir du moment où ils sont pris sur le fait, là, je suis désolé, c'est interdiction de stade directement. Bertrand, je vais me faire l'avocat du diable. Beaucoup ont dit que Charleroi a perdu à cause de cette interruption. Est-ce que les joueurs ne devraient pas juste rester concentrés et peu importe ce qui se passe, même si le match s'arrête pendant 15 minutes, ils doivent continuer à jouer leur partition? Bah, si le résultat avait été inversé, on aurait dit quand même que c'est inacceptable. Que tu gagnes ou que tu perdes, c'est inacceptable. Donc pourquoi venir... C'est inacceptable, effectivement, de balancer des fumigènes et des pétards. Sans même parler du résultat. Pourquoi est-ce qu'on parle du résultat maintenant? Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que c'est des pétards ou des fumigènes qui ont fait qu'il a perdu le match? Il n'y avait aucune raison. Non. Pourquoi? Enfin, mon avis, c'est non. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les joueurs de Charleroi perdent le fil du match? Voilà. Que si ça avait été 3-0, on aurait dit, ben voilà, c'est inacceptable que les fumigènes se retrouvent sur le terrain. Voilà, ils auraient gagné. Voilà, mais ici, ils ont perdu, donc voilà, c'est la faute des fumigènes maintenant. Donc, non. Je veux dire, la plupart des dirigeants et des joueurs, à Charleroi ou ailleurs, au Standard, où c'est un peu chaud, savent qu'il y a le risque de fumigène. Maintenant, est-ce que c'est pour ça que tu dois remettre en cause? Non. Ce qui est analysé, c'est le pourquoi l'équipe a perdu ou pourquoi est-ce que l'Union... comment ça se fait que l'Union a pu gagner après cette interruption? S'il y a un joueur qui a un arrêt cardiaque ou s'il a une jambe, une commotion, avec Amouzou, ça a été aussi arrêté pendant 10 minutes ou je sais pas quoi. Donc, si Anderlecht revient ou je sais pas, enfin, ou marque juste après ça, on va dire, oh, mais c'est parce que l'autre était blessé pendant 10 minutes par terre. Non. Je veux dire, il faut analyser froidement les raisons de la défaite. Et dans les raisons de la défaite, quand on fait je crois, le vrai débriefing du match, on peut pas mettre, voilà, 51e à 65e, raison de la défaite, fumigène. Non, ça va pas, ça colle pas. Enfin, c'est mon avis. Mais je peux effectivement comprendre que les dirigeants soient verts de rage, ou à cause de ça. Ouais. Mais pour moi, l'équipe, en tout cas, ne doit pas perdre le fil de son match pour ça. Ouais, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec Bertrand. En fait, c'est clair, c'est inqualifiable, c'est triste, tout ce qu'on veut. Ça a sans doute eu une influence sur le résultat final. Mais je trouve que les feux de Bengale, les fumigènes ont bon dos. Quand on voit la façon dont les joueurs de Charleroi ont réagi, c'est pas de la faute des fumigènes si Koné rate deux sorties qui coûtent 2 buts. Hein. La vérité, elle est là, surtout sur son influence sur le résultat final. Et justement, dernière question pour toi, Phil. On parle beaucoup de la défaite de Charleroi. On parle peut-être pas assez de la victoire de l'Union, avec une très bonne montée de Castro Montes qui marque, avec un but, Bruno l'a expliqué, d'Ivanovic de grande classe. L'Union qui est maintenant dans le top 3 pour la première fois. Ils ont les qualités pour y rester jusqu'à la fin de la saison? Je pense qu'ils sont sur une belle pente montante. Hein. Ils sont là sans faire trop de bruit non plus. C'est ça qui est... Ils sont descendus un petit peu. Il y en a certains qui ont même rigolé en disant « Ouais, mais les 3 années avant, ils avaient de la chance. » Non, c'est pas de la chance qu'ils étaient si haut classés. Et maintenant, ils reviennent avec aussi l'expérience de ces 3 années en disant, de toute façon, c'est à la fin du concert qu'on paye les musiciens. Eh bien, je pense qu'ils seront bel et bien dans les playoffs et il faudra en tenir compte si l'écart entre Bruges et Genk ne sera pas trop grand, bien évidemment. Et on se retrouvera lundi prochain pour parler de Coupe de Belgique, de Pro League et aussi de toutes les compétitions européennes qui reprennent dès la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis.